La petite zone du cerveau qui s'occupe de ça, de consolider la mémoire, c'est une toute petite partie à la base du cerveau qui est en rouge ici à gauche et qu'on appelle l'hippocampe parce que ça ressemble à un hippocampe marin et donc les anatomistes ont trouvé ce nom-là. Donc ça, c'est l'hippocampe humain, cette structure. Si je vous enlève l'hippocampe, comme ici, vous n'êtes plus capable de consolider à long terme la mémoire déclarative. Donc vous ne pouvez plus rien apprendre de nouveau, autrement dit. Par contre, vous pouvez continuer à apprendre des tâches motrices sans aucun problème, mais vous ne savez plus, si vous déménagez, vous ne pourrez plus jamais retrouver votre maison, parce que vous ne pouvez plus être capable de mémoriser de l'information à long terme. Alors finalement, cette mémoire, elle se consolide. Vous connaissez tous le chemin de la forêt, on vous l'a décrit précédemment, et ce que je voulais illustrer ici, mais je ne sais pas si, de nouveau, comme c'est une vidéo, si elle va partir ou pas. Oui, elle est partie. Donc vous avez des chemins qui sont tracés dans la forêt, ici c'est dans la ville, mais ce que je veux illustrer, c'est que pour faire une tâche, c'est-à-dire pour arriver au point qui est le terrain de football, eh bien on n'est pas tous obligés d'emprunter le même chemin, qu'il y a toujours plusieurs chemins possibles, et que si un chemin est interrompu ou n'est pas fonctionnel, il y a moyen de s'en sortir en traçant un nouveau chemin, en passant par d'autres voies, et de consolider cette nouvelle voie. Et plus on crée de chemins, eh bien, plus on a la possibilité de s'en sortir dans toutes les situations un petit peu compliquées et donc d'avoir des voies possibles dans toutes les directions. Donc ça, c'est pour la consolidation. Et donc, ça illustre cette consolidation des chemins. Vous avez les neurones qui sont connectés les uns aux autres. Quand vous faites un apprentissage, il y a des nouvelles connexions qui se créent. Donc le neurone essaie de se connecter à d'autres neurones parce qu'il a appris quelque chose. Lorsque vous avez de la consolidation, eh bien, vous voyez clairement, ça se consolide, ça veut dire que les nouveaux chemins sont consolidés et vont être maintenus, donc les neurones vont rester connectés. Et lorsque vous oubliez, les neurones ne sont plus connectés. La même chose ici, les neurones en rouge, c'est ceux qui se connectent lorsque vous apprenez quelque chose. Vous consolidez, ça se maintient, et dès que vous devez retrouver un souvenir, vous n'avez qu'à réactiver ces neurones qui ont été activés précédemment et vous retrouvez votre souvenir. Et puis, vous pouvez reconsolider et retrouver, reconsolider et retrouver. À chaque fois que vous reconsolidez, vous risquez de perdre une partie de l'information, vous pouvez enrichir l'information, vous pouvez modifier l'information. Donc, ce que vous apprenez dans la mémoire sémantique à long terme est en permanence modulable, modifiable par des nouveaux apprentissages. Et donc, on a ce chemin en permanence. Donc, voilà, je vous ai brossé vraiment rapidement et très largement ce que l'on fait dans le domaine des neurosciences. Moi, je ne sais pas les applications pratiques, donc je n'ai pas d'outils pratiques à vous donner. Et donc, si on savait vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire si on pouvait faire de la vraie neuroéducation, c'est-à-dire éduquer nos neurones, eh bien, on serait dans un roman de science-fiction. Donc, pour les plus jeunes d'entre nous, Yoko Tsuno, les années 70, donc cette bande dessinée fait référence à toute une série de stratégies pour moduler l'activité des neurones. Et dans ce cas-là, il y a un transfert de mémoire d'une personne à une autre grâce à un système particulier. Et donc, ce transfert de mémoire serait possible si on avait tout compris au cerveau et la manière dont la mémoire s'encode dans le cerveau. On pourrait effectivement faire de la neuroéducation, c'est-à-dire éduquer les neurones plutôt qu'éduquer les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que l'on veut faire, on l'a dit avant, ce que l'on veut, c'est éduquer les personnes, ce n'est pas éduquer les neurones. Et donc, utilisons les neurosciences pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour comprendre le cerveau, mais sans aller beaucoup trop loin. Voilà, et je vous remercie bien entendu de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Harris. Vous nous avez guéri de penser que les choses pouvaient être simples. Peut-être que, et je n'en doute pas, après avoir vu la première série de dessins, que Luc a été inspiré par votre communication pour nous donner quelques petits échos visuels.
Merci, merci beaucoup en tout cas pour cette inspiration. Alors, on a un peu dépassé le timing, donc je propose de transférer la majorité des questions que nous avons reçues à Frédéric Matriche, qui pourra les réutiliser dans le débat cet après-midi. Quand même 3 petites et brèves questions, si vous pouviez faire c'est des vastes questions, mais auxquelles vous pourrez peut-être faire des réponses simples. Y a-t-il des différences entre hommes et femmes? Le cerveau peut-il un jour saturer? Et diriez-vous que la part génétique de l'intelligence est négligeable? Voilà, en 3 minutes. Alors, en 3 mots, eh bien, j'ai fait une conférence d'1 heure sur le cerveau des femmes et des hommes, et donc en 3 mots, ben, globalement, on ne sait pas trop et on s'en fout un petit peu. Ça, c'était la conclusion. La question suivante sur le cerveau, est-il saturable? Certainement en termes de charge simultanée, c'est-à-dire que la charge, ce qu'on appelle la charge mentale, c'est la capacité qu'a le cerveau à faire beaucoup de choses en même temps, et là, il est saturable sur la quantité simultanée. Par contre, il n'est pas saturable sur les différentes choses qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'à tout âge, à tout moment, on peut décider d'apprendre le japonais, on peut décider d'apprendre à rouler à vélo si on ne l'a jamais fait. Il y a toujours moyen de rajouter quelque chose en plus sur ce qui existe déjà. Évidemment, plus on se spécialise dans un domaine, plus on utilise le cerveau pour ça, et moins on a de ressources pour le reste, mais tout est modulable. Et l'intelligence et la génétique, c'est ça, oui, la question? Ah ben donc ça, c'est une question très très complexe, puisque évidemment la génétique va avoir à jouer un rôle parce qu'on a découvert un gène de la dyslexie, par exemple. Donc on sait que la génétique peut influencer l'apprentissage et peut influencer ce qui se passe par la suite. L'environnement a évidemment un rôle prépondérant à jouer. Et il y a le mélange des deux, ce qui fait que quand les gènes s'expriment, s'il y a une présence de drogue, s'il y a une présence d'un toxique, évidemment que ça va fonctionner moins bien parce que les gènes ne pourront pas s'exprimer correctement. Et en plus, maintenant, on a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est la modification des gènes par l'environnement, mais pas avec des mutations. Et donc, ça va faire que ce qu'on subit, nous, en tant qu'adultes, peut se retrouver sur la génération suivante ou la génération d'après, mais sans qu'il y ait eu transformation génétique par ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc, c'est une question pareille, 1 heure à peu près, mais grosso modo, je pense qu'il y a une part de génétique, donc on ne peut pas dire que tout le monde part sur la même ligne de départ exactement, mais qu'il y a une modulation tellement grande qui est possible par l'environnement, par l'éducation et par ce que l'on fait après, qu'on a quand même une marge sur cette base génétique. Merci beaucoup, on vous applaudit encore.